Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment optimiser vos revenus avec Google AdSense. Alors, pour commencer, AdSense, c'est un peu comme tous les systèmes de monétisation, il y a du pour, il y a du contre. Alors, pourquoi utiliser AdSense? La première chose, c'est que c'est très facile à mettre en place. Vos paiements sont assurés à date fixe. Ça fonctionne sur presque tous les sites web, sur tous les blogs. Et ça reste encore une solution rentable et durablement, parfois, dans le sens où ça va énormément dépendre évidemment du nombre de visiteurs que vous allez avoir, mais aussi de la niche sur laquelle vous allez travailler. Alors, il y a quand même des raisons pour lesquelles on peut penser que utiliser AdSense ce n'est pas la meilleure solution. Bon, la première chose, c'est que les règles sont strictes. Ils sont très pointilleux sur comment on met les formats, quel contenu, ce genre de choses. Évidemment, à la moindre erreur, le compte est fermé ou alors l'activation AdSense sur le site est fermée. Il y a très peu de communication, ce serait très difficile à sauver un site quand celui-ci est bloqué. Il n'y a pour ainsi dire aucun contact avec les conseillers AdSense, sauf quand vous dépassez un niveau de revenu quand même assez important. Et là, si vous avez un conseiller, c'est plus facile, mais avant, vous n'avez rien, quoi. Et avec un faible trafic, évidemment, les revenus sont évidemment très faibles. Vous n'êtes pas dans un concept d'affiliation. AdSense fonctionne en fonction du volume de visiteurs que vous allez avoir. Il y a une vraie proportionnalité, je dirais, entre volume et revenu. Sauf peut-être quelques niches, mais là encore, c'est hyper spécifique. Et bien évidemment, la dernière nouveauté donc, de l'année en cours, en fait, c'est AdBlock, qui clairement est un frein à l'utilisation de la publicité. Alors AdBlock, pour les éditeurs de sites, pour ceux qui ont un blog, c'est un fléau. Hein, c'est la peste, c'est le choléra, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est ce qui est en train de tuer énormément de sites de contenu. Sur certaines thématiques, on arrive à 50% d'utilisateurs qui sont sous AdBlock. Je prends par exemple la thématique technologie. La moitié des personnes qui vont visiter un site de technologie utilisent AdBlock. Donc résultat, qui dit AdBlock dit pas de publicité, pas de revenus. Donc ce sont des visiteurs qui vous coûtent de l'argent. Donc de ce point de vue-là, AdBlock est un véritable désastre. Alors évidemment, l'utilisation d'AdBlock, c'est qu'il y a eu trop de publicité, il y a eu de la dérive. Tout a été fait, tout a été fait dans n'importe comment, dans tous les sens, du n'importe quoi. Donc ce qui a généré des réactions épidermiques vis-à-vis de la publicité. Donc c'est un élément à prendre en considération aussi, c'est que votre site ou votre blog, il ne faut pas le transformer en sapin de Noël. Il ne faut pas 1000 pubs. Il faut trouver un équilibre qui permette que la publicité ne soit pas trop invasive, trop agressive. Et dès le départ, dans l'ergonomie même de votre site, vous devez penser où est-ce que je vais placer ma publicité. Dès le début et non pas après. On voit trop souvent quand vous achetez un thème, que ce soit un thème WordPress, hein, premium ou pas, la dimension publicitaire n'est pas prise en compte. Et même sur des très très gros sites, on le voit bien, la publicité n'est pas prise en compte dès le départ du projet, ce qui fait que quand elle est placée, elle est très mal placée et elle casse l'ergonomie du site. Donc, il faut bien faire attention à ça. Si vous allez utiliser de la publicité, pensez dès le début à l'intégrer dans votre ergonomie. Sinon, vous allez arriver, un, sur de la publicité qui est inefficace, deux, qui est agressive, et en conclusion, qui va repousser vos visiteurs. Donc, déjà que c'est difficile avec AdBlock, si en plus vous mettez en place de la publicité qui est hyper agressive, qui fait fuir vos visiteurs, vous allez réduire de manière considérable vos revenus. Alors voyons voir un petit peu rapidement les formats. Il y a trois grands types de formats avec AdSense. Il y a les formats de contenu, hein, il y a des dizaines de blocs, en fait il y en a presque une infinité maintenant. En termes généraux, quand vous avez un compte normal, vous pouvez en mettre 3 par page. À partir d'un certain seuil de revenus et à partir du moment où vous avez un conseiller AdSense, là vous avez un compte qui peut être débloqué qui va vous permettre d'en mettre plus par page. Une infinité en fait. Mais ça demande d'avoir des revenus qui sont supérieurs. Alors ça va dépendre de la thématique, mais je dirais qu'en moyenne, pour dépasser les 3 blocs, avoir un conseiller AdSense, il faut générer plus de 5 à 6 000 euros par mois en AdSense.
L'avantage, évidemment, c'est du clic direct, c'est-à-dire c'est la publicité, on clique et vous gagnez de l'argent. Les deuxièmes, ce sont donc les blocs thématiques. Alors, ce sont des blocs de mots, en fait. En général, ce sont des mots-clés que vous voyez un peu à droite et à gauche. Alors, ça marche très bien dans certains cas, mais pas de manière générale. Ce sont des mots-clés un peu perdus comme ça ressemble un peu à des tags. Alors, on peut essayer un peu de les déguiser sous forme de tags. Ça marche assez bien, mais le gros défaut de ces blocs d'annonces thématiques, c'est que ce sont des doubles clics, c'est-à-dire 1 plus 1. 1, vous cliquez sur le mot, vous arrivez sur une page spécifique, où là, vous allez avoir une liste de publicités. Donc, pour que les gens cliquent, il faut vraiment qu'ils soient motivés. Ensuite, le dernier, principal, on va dire, c'est donc la search box, hein, donc le moteur de recherche interne, que vous pouvez configurer avec des annonces AdSense. Alors, le défaut, c'est pas très configurable, donc c'est assez moche. C'est en général très peu rentable, même si ça clique beaucoup, hein, quand les gens arrivent par le moteur de recherche sur la page de résultats avec publicité, ça marche très bien, mais c'est très peu rentable. Mais bon, c'est quand même pas négligeable dans certaines thématiques, là encore, si vous avez un site qui pousse vraiment à la recherche, par exemple, utiliser ce moteur-là de recherche de Google peut être plus rentable que mettre de la publicité vous-même. Bon, alors les formats classiques, hein, vous les connaissez tous, hein, ce sont les horizontaux, les carrés, les rectangulaires. Il y a bien évidemment les verticaux. Il y a un peu de tout, quoi. Aujourd'hui, vous apercevez, et vous avez ici donc une version texte, mais évidemment, vous avez la version image et la version mixte, c'est-à-dire une fois ça va être en texte, une fois ça va être en image. Les blocs thématiques aussi, hein, comme vous le voyez, ça ressemble beaucoup plus à des tags qu'à de la publicité. Donc ça peut avoir son intérêt, mais c'est quand même assez limité. Donc pour venir un peu plus en profondeur en format, il y a deux grands types de formats. Il y a les adaptables et les formats classiques. Donc les formats classiques, qui bougent en permanence, il y en a de plus en plus, hein. Vous les connaissez tous plus ou moins, vous les avez déjà vus, mais il y en a des nouveaux, par exemple 970, 250, donc vous pouvez imaginer, c'est un tiers de page presque. Ou un 300 par exemple, donc en sidebar, un 300 sur 1000, c'est 2 tiers de page par exemple. Alors tous ces nouveaux formats ne sont pas encore vraiment à utiliser, ou alors il faut les tester, regarder, tout simplement parce que les annonceurs n'ont pas encore mis en place ce format dans leur liste de publication. Dans le sens où, quand ils font une publicité en termes de visuel, ils ont les classiques 970-90 par exemple, hein, ça c'est la bannière horizontale qu'on voit tous. Donc là, il y a un visuel qui est prêt. Par contre, pour d'autres formats, il n'y a pas de visuel. Donc vous allez avoir plutôt du texte, où Google va adapter tout ça, et c'est pas obligatoirement très bon. Donc c'est à prendre en considération, mais il faut faire attention, et rester en règle générale, on va rester sur des formats qui sont assez classiques. Alors les formats personnalisés et les adaptables. Les personnalisés, c'est ce qui va vous permettre par exemple de dire, voilà, moi j'ai un endroit dans mon site, ce serait bien si je pouvais faire une publicité qui fasse 300 sur 300 par exemple, ou 320 sur 320. Ça n'existe pas. Donc vous allez placer ce bloc-là, et ça peut être un bloc texte. Ça peut être très intéressant quand vous avez des espaces réduits ou un demi-verticaux, mais ça va être du texte, donc le texte clique moins que les images, mais ça peut être à prendre en considération. Les adaptables, ça correspond en fait à la tendance d'aujourd'hui avec les sites responsive, dans le sens où, par exemple, je ne sais pas, en haut de votre page, vous mettez ce qu'on appelle un format qui est adaptable, et donc en version web, eh bien ça va être un 970, enfin, oui, un 970-90 par exemple, donc très large. Sur un écran un peu plus petit, ça va être un 790-90, il s'adapte. Et en version, par exemple, mobile, 300 sur 60. Vous voyez, vous n'avez absolument rien à faire, Google gère tout ça. Donc c'est vraiment bien pour du responsive design, sauf que le gros défaut, en fait, c'est que des fois, il met des blocs bizarres. Là où vous voulez, par exemple, un format rectangulaire pour respecter un petit peu votre ergonomie, Google va mettre un carré. Donc ça va créer de gros espaces blancs autour. C'est relativement moche et c'est pas très efficace. Mais on s'aperçoit que de plus en plus Google arrive à mieux maîtriser donc, les formats adaptables.
Donc c'est presque aujourd'hui une obligation en termes généraux d'utiliser ce type de format, surtout quand on voit en fait la répartition qu'il y a aujourd'hui au niveau des visiteurs. Ça, c'est un élément à prendre vraiment en considération entre quelle est la part de visiteurs que j'ai sur mon site, qui soit mobile, tablette ou desktop. Là, ça change énormément de choses. Alors, bon, on rentre un petit peu dans le vif du sujet dans le sens où est-ce que je mets mes blocs d'annonces. C'est toujours compliqué de savoir où on met ces blocs d'annonces parce que tout simplement chaque design de site est différent, les publics sont différents et là, comme je disais juste avant, la source de visiteurs est différente, c'est-à-dire vous pouvez avoir des sites qui ont une forte euh, pardon, une forte dose de visiteurs mobiles par rapport à desktop et inversement. Vous allez avoir un blog, par exemple, qui a très peu de visites mobiles et beaucoup de visiteurs desktop. Ça, ce sont des éléments à prendre en considération. Donc au moment où vous allez placer vos publicités, vous devez bien avoir ça en compte parce que ça va changer énormément de choses. Alors en termes général, on va toujours préférer bien évidemment les grands formats, hein. On va en placer deux le plus haut possible, euh, c'est-à-dire en début de texte, enfin en début de page, et un à la fin de la lecture. Il ne faut pas oublier, par exemple, la personne termine de lire l'article, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Un lien social, une publicité, d'autres articles à lire. Mais s'il n'y a pas la publicité, il y a de fortes chances, si il a fini de lire et qu'il n'a pas obligatoirement besoin de continuer sur votre site, faire un bouton en arrière et partir ailleurs, ou fermer la fenêtre. Bien souvent, on voit ça, c'est qu'à la fin de l'article, bah, il n'y a pas de publicité AdSense. Ou alors, il y a d'autres types de publicités, mais qui sont horribles, qui génèrent très très peu de revenus. Les thématiques, en général, on va les placer de manière standard dans le sidebar en haut et en bas. Je ne connais pas trop d'autres endroits, je dirais, simples à placer pour que ça marche. Ce qu'il faut bien voir avec les blocs thématiques, c'est qu'ils ne sont pas responsifs, c'est-à-dire qu'ils ont un format fixe. Donc, parfois sur un format mobile, un bloc d'AdSense thématique apparaît vraiment comme horrible. C'est une espèce de gros bloc avec des grosses lettres. C'est vraiment très très moche. Et ça marche pas très très bien. Euh, la box de recherche, évidemment, l'appareil, hein. Tout le monde voit que la box de recherche dans un site, en général dans sidebar. Mais à la fin de l'article, ça peut être intéressant. La personne termine de lire votre article, ça l'a intéressé, il veut en savoir plus, il cherche sur le site. Donc ça, c'est aussi pas mal. Alors graphiquement, moi j'ai ce que j'appelle en fait un triangle d'or. Voilà. Alors, ça on va dire c'est pour la version d'un site qui a beaucoup de trafic web et pas trop mobile. Alors pourquoi? Alors pourquoi je dis plutôt du web et moins mobile? Parce que j'ai mis ici un bloc 200 sur 90 que vous voyez en haut à gauche, qui est un bloc thématique. D'accord? Ce bloc thématique fonctionne très très bien dans ce cas-là. Quand vous avez du texte, hein, ça marche bien. À côté, vous mettez un adaptable qui automatiquement va se mettre en horizontal. Ensuite, donc le titre, vous voyez. Et là, par exemple, vous voyez, le bloc, je l'ai mis à gauche. Sur énormément de sites, vous allez voir que ce même bloc, ce 300 sur 200 ou 328, 280, beaucoup le mettent à droite. Faites le test, hein, mais c'est une erreur monumentale. La différence, c'est du simple au double, tout simplement. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'on doit suivre l'œil du lecteur. Le lecteur a une lecture verticale. Par exemple, la sidebar ne sert en général presque strictement à rien. Quand on a un site version desktop. Enfin, un mobile par exemple. Parce que tout simplement, en responsive, la sidebar se place tout à la fin. Donc elle n'a aucune visibilité. Et en version web, alors elle a bien évidemment une meilleure visibilité, elle pourrait être plus intéressante, mais globalement elle marche mal. Elle marche mal parce que finalement on est sur le texte, on suit le texte, donc on a besoin que la publicité soit le plus proche possible du texte, au début ou à la fin. Donc, si vous avez un site par exemple qui est en 50-50 mobile desktop, vous n'allez pas utiliser le bloc thématique. Seulement, vous allez mettre un adaptable sous le menu. Donc, sous le menu et avant le titre. C'est de loin le meilleur endroit. Ensuite, donc le bloc, à gauche, tout à gauche, c'est de loin le meilleur endroit.
Et à la fin, un adaptable. Pourquoi un adaptable? Parce qu'on doit penser aussi, comme je l'ai dit depuis le début, la version mobile. En version mobile, un adaptable va se transformer en un carré, ça va être un beau bloc qui va être très cliqué. Et si on est en version web, ça va être un rectangle. Alors, chose à prendre en considération, et là aussi, ça change énormément le taux de clic, hein, ce qu'on appelle le CTR. Vos boutons de partage, qu'en général vous mettez à la fin de votre article, vous devez le mettre après la publicité et pas avant. Faites le test, vous allez voir, les résultats sont du simple double. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire, on appelle un peu le triangle d'or. C'est vraiment la base de votre optimisation. Quoi qu'il arrive, vous devez fonctionner comme ça. Après, vous allez pouvoir tester des choses, voir en termes de taille, si vous devez faire seulement image, seulement texte, un mix des deux, ce genre de choses. Mais à la base, vous allez avoir, en mettant ce format en place, vous savez que vous optimisez déjà bien votre site. Après, c'est vrai que vous allez avoir des optimisations qui vont être spécifiques à des sites, par exemple, où il y a beaucoup de vidéos, où il y a beaucoup de photos, où là, l'optimisation va être différente. Alors après, on va voir ce qu'il faut surtout pas faire, c'est le triangle de plomb, et là, vous voyez, c'est l'inverse. Donc, vous avez en haut une bannière qui est avant le menu, ou alors, par exemple, ça vous le voyez très très souvent, hein, vous avez le logo et à côté une pub. Cette pub-là, tout en haut, alors, à côté du logo, ne fonctionne pas du tout. Donc, vous voyez, et une bannière avant le menu, ça marche pas. Un grand rectangle dans la sidebar, ça marche mal. Et à la fin, un format fixe 300-250, ce qu'on voit assez souvent, bah oui, mais sur une version mobile, c'est pas mal. Mais sur une version web, ça fait un bloc qui est au milieu, comme ça, avec du blanc autour, qui est vraiment moche. Et pourtant, ce format-là, vous le voyez très souvent. Et ça, c'est le format typique que vous allez voir sur des thèmes WordPress qui n'ont pas pris en considération la publicité. C'est-à-dire, on les met un peu là où on peut, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Et d'ailleurs, on va le confirmer avec ce que propose, entre guillemets, ou les études de Google. Vous voyez, Google, en rouge, c'est là que ça fonctionne le mieux. Donc, on pourrait même penser, par exemple, que si on doit avoir une sidebar, elle doit être à gauche et pas à droite. On revient un petit peu au web des années 2000. Si vous vous rappelez bien, dans les années 2000, le web, la sidebar était à gauche. Le tournant a lieu entre 2005 et 2006, où là, on a commencé à mettre le sidebar à droite. Mais clairement, l'œil, et donc la publicité, doit se positionner là où regarde le visiteur, pour optimiser le taux de clic, c'est bien à gauche, et c'est bien un triangle. Vous voyez, vous avez vraiment un triangle d'or. Alors quand on regarde un petit peu la version mobile, là c'est beaucoup plus simple, puisque en version mobile, c'est une verticalité. Donc c'est le menu, le titre, publicité, 300 sur 100 par exemple, mais ça peut être aussi un carré, le texte, autre bannière. Alors moi, ce que je fais assez souvent, c'est en fait, j'utilise deux 300 sur 250, un au début et un à la fin. Mais après, tout ce qui est après cette deuxième bannière, franchement, ça marche pas. Donc, pensez bien à ça, vous êtes dans une verticalité. Vous n'êtes pas dans une horizontalité. Donc, que ce soit en version web ou en version mobile, quoi qu'il arrive, vous devez avoir donc de la publicité au début, plus ou moins au milieu, mais milieu haut, et vers la fin, mais dans une verticalité. Donc, laissez tomber le sidebar, mettez plutôt des articles relatifs, mettez plutôt d'autres choses, mais de la publicité dans le sidebar, ça ne marche pas. Ou ça marche mal, et pour que ça marche, il faut être très borderline, comme par exemple utiliser, donc peut-être que certains le connaissent, hein, ce sont des widgets qui permettent que la publicité monte et descende. Vous voyez, quand vous scrollez vers le bas, la publicité reste visible. Théoriquement parlant, c'est interdit par Google. Alors, beaucoup l'utilisent, moi ça m'arrive de l'utiliser aussi. J'ai eu des problèmes parfois, dernièrement j'en ai beaucoup moins, mais normalement ça ne s'utilise pas. Mais la seule manière en fait d'utiliser le sidebar, c'est vraiment avoir la publicité en mode fixe sur l'écran. Donc on monte, on descend, la publicité est toujours à l'écran et complètement visible. Et là c'est vrai que ça fonctionne beaucoup mieux. Mais c'est vraiment, faut vraiment faire attention, quoi. Alors, bah, la théorie n'est pas la pratique, ça semble une évidence, hein, et j'en parlais au tout début. L'ergonomie de votre site est fondamentale.
Vous devez penser votre ergonomie en sachant que la publicité est un élément de l'ergonomie de votre site. Quand vous pensez, ah, où est-ce que je vais mettre ma photo, quand vous cherchez un thème qui a l'air sympa, ah, les photos elles sont bien, elles sont grandes, elles sont en haut, ou elles sont au milieu, et ainsi de suite, bah, la publicité c'est la même chose. Donc essayez toujours de chercher des thèmes WordPress qui sont quand même assez modulables et assez faciles à modifier au niveau du code, des choses basiques. Ne partez pas non plus dans des méga frameworks, des trucs impossibles à configurer parce que finalement la publicité, ben, ils vont vous dire vous pouvez la placer à tel endroit et en général c'est très mauvais. Ça va aussi dépendre de votre thématique. Comme je disais, par exemple, les thématiques photo, vidéo, c'est pas la même configuration. Mais c'est vrai que là, j'ai voulu faire un focus plus sur du blog texte, plus que sur les choses qui sont vidéo et photo. Donc votre public aussi, hein, vous avez un public techno, vous ne pouvez pas l'inonder de publicité non plus, quoi. Vous avez par contre un public qui est plus jeune, il y a une acceptation de la publicité qui est plus importante. Je dirais les pires, c'est ceux qui sont technophiles et qui ont entre 30 et 35 ans, ils ont tous AdBlock. Donc si vous visez ce public-là, par exemple, clairement, AdSense ne sert pas à grand-chose parce qu'ils utilisent tous AdBlock. Vous allez faire de la vente d'articles, de l'affiliation, ce genre de choses. Donc AdSense, ça fonctionne bien, mais ça va dépendre de la thématique et de la publicité aussi. Alors, quand vous avez mis en place votre premier triangle d'or, il va falloir, dans un premier temps, attendre, regarder, voir ce qui se passe. Et ensuite, vous allez commencer à modifier un petit peu. Alors, je vous ai essayé d'autres formats. Par exemple, dans le header, enfin dans la grande bannière d'en haut, vous partez avec un 790-90, quelque chose comme ça. Vous pouvez essayer un adaptable ou aller le méga grand, le 970 sur 250, par exemple. Testez-le aussi. Vous voyez ce que ça rapporte. Donc, vous voyez bien que vous avez un format basique et ensuite, à l'intérieur, les formats, vous allez pouvoir les faire évoluer pour trouver le bon équilibre entre publicité qui ne soit pas trop agressive et publicité qui soit rentable. Et il faut toujours aussi, par exemple, bien étudier quand vous mettez de la publicité ou vous faites les changements, la rentabilité, mais aussi comment évolue votre courbe, par exemple, taux de rebond, page vue, par exemple. Est-ce que quand j'ai mis cette grosse publicité, oui, alors j'ai gagné un peu plus, c'est vrai, mais j'ai perdu en lectorat, par exemple. Ou les gens restent moins longtemps, et ainsi de suite. Donc c'est pas je place la pub et puis j'oublie, quoi. C'est je place la pub, je regarde calmement ce qui se passe et je prends mon temps. C'est pas parce qu'au bout d'une semaine la publicité marche pas par rapport à l'ancienne qu'il faut tout arrêter et revenir en arrière. Donnez plutôt 15 jours, 3 semaines. Souvent, le moteur de recherche de Google met du temps à bien optimiser les publicités, par exemple. Donc, pensez bien à ça. Soyez patient, c'est un peu comme le référencement. Ça prend du temps de trouver le bon équilibre. Ça prend du temps de trouver les bons emplacements et les bons formats surtout. Alors, pour bien placer ces annonces, bien souvent, j'en ai parlé un petit peu avant, il faut les placer à la main. Moi, tous ces plugins WordPress qui vous expliquent comment placer vos publicités, je trouve que ça marche mal. Deux, je trouve que ce sont des usines à gaz qui ralentissent en plus le site. Donc, si vous avez la possibilité, la capacité de le faire en utilisant un site avec un thème assez simple, allez directement dans le code. Vraiment. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Il y a une meilleure maîtrise de tout ça. Hein, c'est comme les boutons de partage. Si vous avez le moyen de les mettre directement sur le code et pas utiliser un plugin, c'est quoi qu'il arrive beaucoup mieux. Ça vous permet de les placer un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et ainsi de suite. Ensuite, évidemment, le grand classique, c'est donc l'A/B testing. Quand vous placez à la main votre code, ça vous permet de mieux configurer des tests pour voir si ça marche mieux à droite, ça marche mieux à gauche, si le format grand il marche mieux que le format petit, et ainsi de suite. Alors, par exemple, là je vais vous donner deux exemples avec une même configuration, avec d'un côté un truc qui marche et d'un côté un truc qui ne marche pas. Alors, ça c'est un vieux site, bon il est en espagnol mais c'est pas bien grave. Donc vous voyez, alors le CTR c'est le taux de clic. Hein. Un taux de clic en termes général c'est du moins de 1%. Quand vous dépassez 1,5 c'est bien. Sur ce site-là, par exemple, voilà, j'avais donc mon bloc d'annonces, là, thématique. Alors ce site-là avait très peu de visites mobiles, donc j'avais vraiment poussé le truc de manière desktop.
Donc le bloc d'annonce thématique fonctionnait super bien. Ça ressemblait un petit peu à du clic, et puis vous voyez, donc ça marchait bien. Et la bannière à côté marchait très très bien aussi. Donc moi dans mon esprit, bah, si ça marche bien sur ce site, j'essaie sur un autre. Voilà, ça c'était un site de jeu, et là c'était un désastre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'œil ici est focalisé donc, sur le jeu qu'on ne voit pas ici, mais qui était donc, au centre de la page. Donc ces deux blocs de publicité étaient en fait en dehors du champ de vision de l'utilisateur. Ça ne marchait pas. Donc dans le cadre du jeu, par exemple, ce qui marchait bien, c'était une publicité en préload, c'est-à-dire avant de voir le jeu, vous aviez une publicité. Et là, on était de l'ordre de 10 à 15%. Euh, alors ça marche moins bien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Donc pensez bien que la clé du succès, en fait, c'est où est-ce que se pose l'œil du visiteur. Donc il faut que quand le visiteur arrive, il voit un contenu et une publicité, et ensuite, quand il est dans son texte, au début, parce que peut-être qu'il peut se tromper, peut-être qu'il voit le texte, il sait qu'il ça ne va pas correspondre à ce qu'il cherche. Il y a une pub, ça lui donne une porte de sortie. Et à la fin de la lecture, là encore, je termine de lire, je veux passer à autre chose. S'il y a une publicité, c'est parfait. Je vais tenter de cliquer dessus. Donc, comme voilà, je disais, pourquoi des différences? Bah, c'est pas le même contenu, c'est pas la même structure, c'est pas le même public. Donc on voit bien qu'avec une même configuration, vous allez avoir des résultats très différents. C'est pour ça qu'on doit parler de stratégie en termes d'optimisation de revenus AdSense et non pas en termes de technique. La technique, c'est toute chose égale par ailleurs. Là, non. On est vraiment sur une stratégie. La stratégie, c'est on va suivre l'œil, on a des règles de base à suivre et ensuite on adapte. Donc, c'est pas magique, hein. Il ne faut pas croire que parce que j'ai mis 2 blocs de publicité, ça va marcher tout seul. Non, non, ces 2-3 blocs, il va falloir les travailler, il va falloir les regarder, les étudier. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais il y aura un moment, vous trouverez l'équilibre au niveau de votre ergonomie qui va vous permettre réellement d'optimiser vos revenus. Alors, souvent la question qu'on pose, c'est pourquoi le CTR est faible. Alors le CTR, c'est le taux de clic, hein, c'est pourquoi les gens y cliquent ou ils cliquent pas. Bon, bah, la première chose, c'est l'annonce, elle est mal placée sur la page. C'est une sidebar tout en bas, à droite, que personne ne voit. Les publicités sont mal ciblées. Si vous avez du contenu, quand vous êtes dans l'actualité, par exemple, générale, souvent vous avez un peu tout, n'importe quoi comme publicité. C'est très générique. Donc c'est vrai que ça incite pas au clic. Si vous êtes sur une thématique vraiment précise, les publicités s'adaptent et deviennent aussi, elles, très précises. Donc automatiquement, le taux de clic va augmenter. Donc pensez bien à ça sur votre blog, sur votre site. Euh, si vous êtes dans de l'actualité généraliste, un CTR de 1%, c'est bien. 1,5, c'est très très bien. C'est difficile d'avoir beaucoup plus. Si vous êtes sur du thématique, bah là, ça marche beaucoup mieux. Euh, donc le côté thématique de la chose, un contenu bien ciblé entraîne de la publicité qui est bien ciblée. Et puis voilà quoi. Donc quand c'est trop général, c'est un peu tout n'importe quoi vraiment. Alors, il y a des règles un petit peu intéressantes à voir où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de parallèles qui rentrent en ligne de compte avec les publicités. La première chose, c'est que plus votre site génère de pages vues, plus le CTR est meilleur. Il y a une espèce de corrélation entre nombre de pages vues et CTR. C'est-à-dire qu'un site qui fait 1,2-1,3 pages vues par visite a en général un CTR très bas, 1-2% maximum. Par contre, un site qui a un taux de pages vues très important, je sais pas, 5, 6, 10 pages vues par visiteur, bah, il y a une certaine proportionnalité et vous allez arriver à un taux de CTR beaucoup plus haut. Donc pensez bien que plus vos visiteurs vont visiter votre site, lire vos articles, plus votre revenu publicitaire va augmenter. C'est à prendre en considération. Par la suite, si on continue, évidemment, il faut toujours tester les formats et les emplacements. Vous allez vous apercevoir qu'une publicité mal posée, gardez le même code, placez-le un peu à droite, un peu à gauche, un texte avant, un texte après, ça peut changer considérablement le CTR. L'enrobage qui est autour d'une publicité est important. Alors après, autre chose intéressante, et ça tout le monde n'y pense pas, ou presque personne, c'est
bah, enlevez de la pub. Parfois, vous allez avoir, moi je vois des sites, hein, c'est les sapins de Noël, j'ai dit tout à l'heure, vous avez les 3 AdSense, plus 3 d'autres, plus 3 d'autres. De la pub de partout. Ça génère un effet répulsif du visiteur qui, résultat, ne clique pas par désir. Enfin, non, non, je ne cliquerai pas sur ce site, il y en a trop, ça m'emmerde. Stop, stop à la pub. Donc, moins de pub, une pub mieux intégrée génère une augmentation du CTR. C'est ça la clé, en fait, la clé de la réussite, c'est une bonne intégration de la publicité. Si elle est trop voyante, si elle est trop agressive, vous allez repousser vos visiteurs, ils ne vont pas cliquer sur les pubs. Alors, le CPC. Le CPC, c'est combien rapporte la publicité? Alors, un CPC, c'est 0,10 euros, c'est parfois 1 euro, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Le CPC, c'est quelque chose de vraiment de variable. Ça va dépendre d'abord de la thématique. On est d'accord que le sport, c'est pas l'achat de crédit. D'accord? La base de ça, c'est quoi? C'est la concurrence sur AdWords. C'est AdWords qui détermine le prix. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un système d'enchères. Donc, quand vous êtes sur achat de crédit, vous allez avoir des enjeux qui sont vraiment importants et la publicité va coûter très cher pour apparaître. Donc, un site sur achat de crédit va rapporter beaucoup plus par visiteur qu'un site de sport. Un site sur achat de crédit avec 100 visiteurs par jour, je ne sais pas, vous pouvez faire 10 euros. Ouais, pour faire 10 euros sur un site de sport, il faut en faire 1000, et ainsi de suite. Donc, pensez bien à ça. Hein. Pensez pas que vous allez être riche avec de la thématique généraliste. Quand c'est généraliste, la concurrence avec les autres sites, il y en a plus, et il y a moins de publicité parce qu'il y a un peu de tout, c'est pas ciblé. D'un autre côté, vous êtes sur un truc plus thématique, peut-être moins de concurrence, un peu plus rude, mais il y en a quand même moins, et les publicités sont mieux ciblées, et il y a de la concurrence au niveau de la publicité. Et c'est cette concurrence au niveau de la publicité qui va faire que votre site va être rentable ou pas. Donc pensez bien à ça aussi. C'est fluctuant, ça bouge. Alors après, bon, les publicités peuvent être mal ciblées, ça arrive. Trop de publicité sur une page, ben là encore, ça va diluer un petit peu le truc. Évidemment, si votre contenu parle un peu de tout et n'importe quoi, ben la publicité, ça va être un peu de tout et n'importe quoi, donc ça va pas fonctionner. Et puis, il y a aussi un élément qu'il va falloir prendre en considération. Ne pas croire tous ces logiciels, tous machin truc qui vous expliquent comment trouver des niches AdWords. Dans 90% des cas, ça ne marche pas, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Voici un exemple. Théorie Anis. Alors si vous connaissez des logiciels qui vous permettent de trouver des niches, tout ça, allez-y dessus, vous marquez Théorie Anis. Alors je sais pas combien est AdWords la publicité aujourd'hui, mais quand j'ai fait le truc, il y a quelques temps, c'était 128 euros le clic. Donc vous imaginez, vous vous dites voilà, quelqu'un qui fait de l'AdWords, pour être en première place, doit payer 128 euros par clic. Bah moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un site sur les serruriers à Nice. C'est-à-dire, et là, donc, j'ai fait du référencement, je suis arrivé en première page, j'ai commencé à avoir des visites, et qu'est-ce que je voyais dans mes résultats AdSense? C'est que le clic, il était à 0,31 euros, et pas 128 euros. Parce que vous imaginez, à un moment, on commence à rêver, on dit, tiens, je fais 10 clics par jour, 128, bon ben voilà quoi. Hein, 1000 euros par jour, ce serait pas mal, non? Avec serrurier à Nice, avec un site tout pourri. Ben ça, c'est du rêve. Alors, pourquoi c'est du rêve? Bon, d'abord, les tools, eux, se basent sur quoi? Ils se basent sur les enchères qui apparaissent dans Google, et non pas sur les enchères qui apparaissent sur les sites. Donc, il y a énormément de sites, enfin d'annonceurs, je veux dire, qui ne demandent en termes de visibilité à n'apparaître que sur Google, et pas sur les sites. Donc, la concurrence est beaucoup plus forte sur les sites Google que sur votre site au niveau AdWords. Résultat, moi je voyais donc des annonceurs dans SEO Nice qui apparaissaient sur Google, mais qui n'apparaissaient pas sur mon site. Moins de concurrence, résultat, 0,31, ce qui en soi déjà est très très bon, hein, mais pas 128. Donc tous ces logiciels, tools, trouver une niche, c'est de l'escroquerie. D'accord? C'est clair. Ne regardez pas. Ou alors ça va vous donner des pistes, mais ne croyez pas dans les numéros qu'ils mettent en place. C'est n'importe quoi. La réalité, c'est ce que vous voyez sur votre site. Et moi, ce que j'avais vu à ce moment-là, c'était 0,31 et pas 128. Donc, résultat, à prendre en considération, mais avec des pincettes. Alors,
Rentrons un petit peu plus dans le détail de comment je vais un petit peu aller un peu plus loin dans mon optimisation. Avec des choses simples, hein. La première chose à voir, c'est les critères personnalisés. Alors, c'est quoi les critères personnalisés? En fait, c'est le nom que vous mettez à votre bloc. Il faut toujours en mettre pour pouvoir les identifier. Moi, par exemple, sur un site, je vais avoir une vingtaine de formats d'annonces différentes, et donc chacun d'entre eux va avoir un nom. Donc ça me permet, quand je vois mes résultats, de savoir, ah ben voilà, tiens, ça c'est format 328-250 haut gauche, par exemple, ou bas à droite, et ainsi de suite. Ça va permettre à Google aussi, vous allez voir, Google vous propose des tests, suivez-les, ou quand vous faites vos propres tests, vous allez comparer deux blocs d'annonces, et pour les différencier, ben, il faut qu'ils aient un nom qui soit spécifique. Donc ça, c'est la base des critères personnalisés. Et si vous êtes un gros site, ça va aussi permettre aux annonceurs du côté AdWords d'identifier bien vos annonces. Donc essayez que les titres soient vraiment clairs, quoi. Que c'est pas la peine de mettre un nom de code, quoi. Hein, c'est le format de l'annonce et sa position sur la page. Alors, il y a un truc qu'on utilise un peu moins aujourd'hui parce que sur AdWords ça fonctionne mieux, mais filtrer les URL. Qu'est-ce que ça veut dire filtrer les URL? Alors vous connaissez tous Groupon. À une époque, Groupon, par exemple, ils me faisaient de la publicité sur tout ou n'importe quoi. Ou eBay, par exemple, ils en faisaient sur tout et n'importe quoi. Donc vous étiez envahi de ces publicités qui ne rapportaient rien, parce que les gens ne cliquaient jamais sur ces annonces parce qu'ils connaissaient déjà les sites. Donc pour eux, c'était en aucun cas une nouveauté de découvrir ça. Donc on allait dans les annonces, en haut sur la page AdSense, et puis il y avait un endroit filtrer les URL. Et là, vous avez une facilité pour rentrer donc les noms de sites que vous ne voulez pas mettre. Donc faites-le de manière régulière quand même, hein. Quand vous voyez un gros annonceur d'un gros site généraliste, moi j'ai tendance à le filtrer. Pour garder en fait que les sites qui sont vraiment spécifiques à mathématiques. Euh, Tout simplement parce que la rentabilité est beaucoup mieux. Hein, c'est Groupon, ça rapporte rien, personne ne clique sur un site Groupon ou eBay, ce genre de choses. Alors, filtrer les URL pour mieux trouver la bonne page. Alors ça, c'est... là, on rentre dans l'optimisation, la pure, la vraie optimisation. Celle qui permet de faire la différence. Il y a des pages qui vont vous rapporter plus que d'autres. Sauf que des fois, vous ne le savez pas parce que vous avez un résultat qui est général. C'est-à-dire, combien j'ai gagné aujourd'hui? Voilà, j'ai gagné 20 euros, 30 euros, 100 euros aujourd'hui. Ouais, mais vous ne savez pas d'où vient cet argent. Il faut savoir quelles sont les pages qui génèrent le plus d'argent, en sachant que ce ne sont pas obligatoirement les pages qui ont le plus de visites. Il y a une corrélation très forte, on est d'accord. Mais parfois, il y a des choses, il y a des niches que vous n'avez pas vues. Vous avez écrit un article sur un truc un peu spécifique, et si vous arrivez à avoir la data de ça, vous allez découvrir des niches à l'intérieur de votre site. Et ça peut changer radicalement votre orientation au niveau éditorial. Et votre référencement aussi. Alors, donc pensez bien à ça. Vous devez savoir quelles sont les pages qui rapportent le plus et les pages qui sont les plus rentables. Donc vous allez voir que le concept de rentabilité et de rapporter le plus, c'est pas exactement la même chose. Alors, comment ça marche? Vous allez chercher, vous allez voir, c'est en haut pareil, vous allez voir la liste. Il y a marqué critères d'URL. Comment ça marche? Alors, au maximum, déjà, vous pouvez en mettre 500. Donc, vous allez lister toutes vos pages. Bon, si vous en avez plus de 500, il va falloir lister celles qui ont le plus de visites, évidemment. Donc, en général, on va dire les 500 plus visités. Sur les articles, là, ne mettez pas la page d'accueil, ne mettez pas les pages tags, les pages catégories. À titre personnel, je ne mets pas de publicité sur ces pages-là. Elles ne servent strictement à rien. Donc, tous vos articles, vous les rentrez tous, copier-coller, ça marche. Ensuite, vous allez attendre un petit peu, entre, je dirais, là j'ai marqué 3 jours, mais c'est surtout en fonction du volume de trafic que vous avez, quoi. S'il y a une page qui fait une visite par jour, vous n'allez pas avoir une data intéressante. Attendez des fois un mois pour bien voir ça. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez découvrir que certaines pages qui ont peut-être un volume de visite moyen génèrent beaucoup plus d'argent qu'une page qui a un gros volume de visite.
Alors je prends l'exemple simple, hein, l'exemple classique, c'est quoi? Quand on voit par exemple au niveau du référencement, vous avez une page qui est en première page de Google, mais qui est plutôt vers le bas. Elle va générer 20, 30, 40 visiteurs par jour. Sauf que celle-là va avoir donc un ICPM. Un ICPM, c'est le revenu pour 1000. Hein, c'est un indicateur que nous offre Google qui nous dit voilà combien vous rapporte cette page pour 1000 visites. Et là, vous allez vous apercevoir qu'elle a un ICPM qui est, je sais pas, de 3, 4, 5, 10 euros. Et à côté de ça, vous allez avoir une page qui a beaucoup plus de visites, parce qu'elle est placée tout en haut de Google, par exemple, mais qui va avoir un ICPM de, je sais pas, 0,5 euros. Là, vous vous dites, voilà, cette page-là, c'est vrai, c'est celle qui fait le plus de visites, donc c'est celle qui génère le plus d'argent de manière brute, on va dire, mais c'est pas la plus rentable. Potentiellement la plus rentable, c'est cette page qui a un ICPM de 3 euros et qui est mal positionnée. À partir de là, votre stratégie de référencement va se focaliser sur cette page-là. Parce que si vous me dites, la page elle est mal positionnée, si j'arrive à la faire remonter tout en haut, en sachant qu'elle a un SCPM de 5 euros, vous imaginez si vous multipliez par 10 votre trafic? C'est là que ça devient intéressant. Parce que vous allez découvrir de véritables niches et de véritables pépites sur votre site que si vous n'utilisez pas les critères d'URL, vous n'allez jamais découvrir. Alors, ça a un autre sens aussi, c'est comment je peux orienter, sans parler référencement, un petit peu mes visiteurs vers ces pages-là. Bah, tout simplement, vous voyez, je vous ai mis un exemple, je dirais, graphique. Bah, des fois, à l'intérieur d'un texte, paf, un petit encart, lire aussi. Et vous allez un petit peu comme ça cibler les pages qui sont les plus rentables ou les plus intéressantes. Donc vraiment, ayez à l'esprit ce genre de considération. La page bankable, c'est en termes de revenus le point sur lequel on doit vraiment appuyer. Au-delà de tout, quoi. Il y a des pages qui sont plus rentables que d'autres. Et vous devez les connaître. Toutes, sans exception. Et dans certains cas, arrêtez de travailler le référencement sur d'autres pages parce que tout simplement, elles ne sont pas rentables. Et que les efforts que vous allez devoir déployer pour augmenter le trafic de certaines pages, bah, finalement, ça rapporte rien, ou pas beaucoup. Donc ça va vraiment orienter aussi le travail que vous allez mettre en place. Déterminer les pages qui marchent, c'est déterminer aussi votre manière de travailler. Alors, on va passer un petit peu à autre chose qui est le type de ciblage. Alors, le ciblage, c'est quelque chose que vous connaissez tous, mais peut-être sans le savoir. Quand vous êtes sur un site, des fois, ça vous arrive de voir de la publicité qui ressemble à rien. Dans quel sens? Bah, c'est un site de couture et vous avez une pub rachat de crédit. Et vous dites, il n'y a aucun rapport entre la couture et le rachat de crédit. C'est vrai. Et c'est là que Google, en fait, avec son espionnite aigu, euh, génère quelque chose. C'est le ciblage. Il y en a donc deux. Le ciblage sur site, c'est-à-dire l'annonce qui correspond au contenu, ce qui en soi est la meilleure, et le ciblage utilisateur. Le ciblage utilisateur, c'est, amusez-vous à le faire, allez sur un site d'assurance auto ou n'importe quoi, qui fait de la publicité AdSense, enfin AdWords je veux dire, et ensuite continuez à naviguer et vous allez voir que vous allez être véritablement pourchassé par ce type de publicité. Donc résultat pour l'éditeur, c'est il n'y a pas une maîtrise de la publicité finalement, puisque c'est le ciblage utilisateur. Ça représente 50%. Donc ça c'est vraiment, bah, il y a du positif et du négatif hein, évidemment. Si vous avez beaucoup de visiteurs qui étaient sur du rachat de crédit avant, évidemment ça va vous arranger. Par contre, si c'était sur du sport et puis ils viennent chez vous, la pub correspond à rien et ça marche pas. Donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, je dirais, de bien cibler son site et sa publicité en sachant que Google quand même privilégie beaucoup le ciblage utilisateur. C'est-à-dire, bah, vous êtes suivi à la trace quoi, par la publicité. Alors ça se compense par l'augmentation des personnes qui préfèrent naviguer en mode privé, où le ciblage utilisateur ne fonctionne pas ou fonctionne assez mal. Mais bon, c'est compliqué de bien voir les choses. Nous, on doit quand même se concentrer sur le ciblage de notre site, en sachant qu'il existe donc du ciblage utilisateur. Donc évidemment, quand c'est du site généraliste, hein, le ciblage utilisateur, c'est pas non plus trop
un problème dans le sens où vous êtes généraliste, donc vous avez un peu de tout. Donc si le ciblage utilisateur, il vient avec un peu de tout, ça a un impact que très faiblement aux revenus. Par contre, quand vous êtes un site spécialisé, le ciblage utilisateur, c'est un désastre, parce que si la moitié de vos visiteurs ont des annonces qui parlent un peu de tout et n'importe quoi, vous êtes un spécialiste sur un domaine qui peut être stratégique, donc il y a une baisse de rentabilité. Donc toute la stratégie, c'est comment on peut essayer de forcer AdSense à mettre de la publicité ciblée. Bon, alors il y a des trucs anciens, je le mets encore, mais je suis pas sûr que ça fonctionne, mais c'est par exemple la Meta Keywords. La Meta Keywords, alors le référencement, on sait que ça marche pas, mais par contre pour Google AdSense, qui est un moteur différent du moteur de recherche, ici son propre moteur, là c'est encore pris en considération. On peut s'amuser à faire des tests, vous avez une page blanche, vous remplissez la méthode, la Keywords, avec des mots spécifiques, avec une page blanche contenu neutre. Les pubs qui apparaissent autour correspondent quand même assez bien aux Meta Keywords, ce qui quand même permet quand même de penser que ça fonctionne encore. Mettre des mots-clés avant et après les publicités, par exemple. Qu'elles soient visibles ou non. Alors, parfois, vous savez, quand vous êtes sur de la thématique et que vous pouvez le faire, personnaliser tout ce qui est les CSS, par exemple. C'est lu par Google, et ce sont des mots qui apparaissent dans le code source avec des mots-clés, quoi. C'est un peu con, mais ça marche encore. C'est ce genre de choses, mais bon, Google est quand même de plus en plus intelligent, donc c'est vrai que ça marche quand même assez bien. Donc le ciblage utilisateur est une réalité qu'on doit prendre en considération, rien de plus. Faire des tests alors. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va rentrer dans la partie test. Alors, il y a deux types de tests. Les tests que nous on peut faire techniquement et les tests que propose Google. La première chose qu'il y a à prendre en considération, c'est quand Google vous propose de faire un test, faites-le. C'est pas par hasard. Alors qu'est-ce qu'il va vous proposer? En général, Google va vous proposer seulement, par exemple, si vous avez des textes, un bloc qui est seulement image, il va vous dire, vous devriez essayer de faire le test qui soit d'un côté image et d'un côté image ou texte. Google va gérer les publications, va tout gérer, il n'y a pas de problème. Et il arrivera donc à un moment, résultat du test, quelle est la meilleure option? Alors, ça c'est le plus simple. Le gros défaut, c'est que ça ne gère pas la taille. On est vraiment sur un bloc et on va modifier seulement en fait l'apparition en texte, image, couleur, fond, bordure et ainsi de suite. Alors, le test, en fait, la durée du test est relative au volume d'informations que Google peut avoir. Si votre site a beaucoup de visites, moi j'ai vu des tests qui ont duré 2 heures. En 2 heures, j'avais un résultat. Le site, il faisait 100 000 visites jour, donc évidemment, la capacité à faire des tests était très rapide. Un site qui a une petite centaine par jour, le test va prendre 3 semaines, un mois, avant d'avoir un résultat. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il faut laisser Google travailler. C'est pas mal, ça marche bien. Et souvent, c'est surprenant. Vous allez vous apercevoir que vous aviez mis un bloc image qui semblait bien fonctionner. Et Google arrive, vous dit, écoutez, essayez texte ou image sans bordure. Vous testez, puis vous voyez que l'augmentation de revenus de 10, 15, 20, 30%. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Google, lui, l'a vu pour vous. Alors, l'avantage de faire de la B testing en code par nous-mêmes, donc, en sachant qu'on aura donc 2 critères d'annonce et ainsi de suite, c'est que on peut par contre là jouer sur la taille ou sur la position. Donc, par exemple, position à droite, position à gauche, un carré grand, un carré petit, un carré par rapport à un rectangle, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai mis un exemple. Vous voyez, ça c'est du code, à gauche de l'écran, vous voyez, c'est du code tout bête. Et donc le rendu, le voilà. À un moment, donc, il sera à gauche, et puis à un moment, il sera à droite. Donc on aura un critère qui va s'appeler carré gauche, et un critère qui va s'appeler carré droite. Ils vont apparaître de manière aléatoire. Vous allez pouvoir suivre directement sur la console AdSense l'évolution des revenus donc des deux, et vous allez vous apercevoir que le carré à gauche fait 20% de plus. Mais on aurait pu très bien, par exemple ici, mettre un rectangle, enfin un carré je veux dire, et de l'autre côté un vertical, pour voir si ça marche, et ainsi de suite. Il y a une grande liberté donc de test par rapport à ça.
Si vous avez la possibilité d'en faire, faites-en. Des fois, il y a des surprises. Vraiment, il y a des surprises. Des fois, moi, ça rien de voir. Un bloc plus petit marche mieux qu'un bloc trop grand parce que le bloc trop grand, par exemple, mangeait trop d'espace dans la lecture et ça énervait les gens, ça va augmenter le taux de rebond. Donc, taux de rebond, les gens ne restent pas, ils ne cliquent pas sur la pub, ils s'en vont. Je reviens à la sempiternelle règle, la publicité s'intègre dans l'ergonomie du site. C'est pas un élément qu'on met par-dessus, il est vraiment intégré. Alors, placer ces annonces, hein, donc dans des cas un peu particuliers, donc quand vous avez une vidéo, alors les annonces doivent être à gauche, à droite, avant, après, mais vraiment très proches. Par exemple, vous pouvez placer un bloc thématique sous une photo. Vous voyez, ça marche assez bien. Alors c'est pas que si la photo correspond à un texte, le bloc thématique peut bien coller au truc. Ça marche bien quand vous mettez des photos de personnes célèbres, par exemple. Un bloc thématique sous la photo de la personne célèbre, son nom va réapparaître, donc ça va vraiment inciter les gens à cliquer dessus, c'est pas mal. Alors, petite spécificité, donc un bloc large sous le menu, ça marche bien. Donc à la fin d'un article. Alors, donc sous le titre, hein, pareil, ou un bloc relatif en format tag. Bon, ça, ce sont des grandes généralités, mais vous restez bien dans le triangle d'or qu'on a vu au tout début, vous voyez. Essayez de bien suivre ces stratégies et ensuite vous allez adapter un petit peu comme ça au fur et à mesure. Alors on va passer aux conseils un petit peu divers et variés. Là, c'est un petit peu le grand truc. Alors, ne pas mettre de publicité sur la home, les catégories, les tags. Alors pourquoi? D'abord, ce sont des pages en général qui sont générales. Donc la publicité est mal ciblée. Deux, j'en ai parlé à un moment, plus vous avez de pages vues, plus le taux de clic est important. Donc quand les personnes sont sur des pages qui sont comme ça de transit, naturellement de transit, qui est la home, les catégories, les tags, où en fait quand on y arrive, c'est pour trouver une information et lire autre chose. Si vous mettez une publicité qui est mal ciblée, peut-être qu'il va cliquer, oui c'est vrai, mais elle va rapporter beaucoup moins que la publicité qui serait dans l'article. Donc évitez-les. Ce sont des pages qui sont moches avec de la publicité en plus. Et c'est agressif, c'est un petit peu comme le cheveu sur la soupe, donc ça sert à rien. Alors, pas plus de 2 articles au-dessus de la ligne de flottaison. Alors ça, c'était les bonnes vieilles consignes de Google avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le responsive, c'est vrai qu'avec les différents formats, bon, c'est difficile à mettre en place, quoi. Mais c'est vrai que si on en a 3 à mettre de publicité, c'est 2 en haut, une en bas. D'accord? Et pas l'inverse. C'est quand même l'équilibre qui fonctionne le mieux en termes de rendement, hein, et sans fuir les visiteurs. Testez régulièrement. Bah, ouais, pensez à tester. Pensez pas que vos annonces, quand vous avez trouvé un bon équilibre, ça marche bien et pour toujours. Un petit changement de temps en temps, ça fait pas de mal. Voyez ce que vous pouvez faire. Donc ayez bien à l'esprit que tous les 3-4 mois, essayez de repenser un petit peu l'ergonomie de vos publicités, la tester. C'est un peu, parce qu'entre-temps, vous aurez sûrement fait des petits changements sur votre site aussi. Vous aurez peut-être rajouté des photos à droite, à gauche, un petit truc. Et attention, ça peut changer radicalement vos revenus sur AdSense. On le voit, hein, mettre des fois une police de caractère plus grande, ça génère plus d'espace, et puis tout d'un coup, donc, hop, la visibilité des publicités baisse, puisque la page est plus longue à lire, donc la visibilité des publicités baisse, et il y a moins de clics, par exemple. Et à l'inversement, voir qu'on met une police de caractère plus petite, rend plus compacte la page, et augmente le taux de clic. Alors, ne pas tricher, hein, ça c'est conseil divers, mais trichez pas, quoi. Demandez pas à vos amis de cliquer, ne mettez pas de texte, cliquez sur la publicité, c'est comme ça qu'on va vivre. Ne cliquez pas vous-même, et ainsi de suite. Le plus n'est pas toujours le mieux. Ça, c'est une règle fondamentale. C'est pas parce que vous allez mettre 50 publicités que vous allez gagner 50 fois plus qu'avec une publicité. Moi, j'ai eu des cas avec une seule publicité. À la fin de l'article, on arrivait à 10% de taux de clic. Parfaitement rentable. Si on en mettait plus de publicité, eh ben ça baissait.
Vous voyez? Euh, c'est pas le volume de publicité qui fait le revenu, c'est comment elles sont placées. Donc, la publicité doit toujours être là où se trouve l'œil. Enfin, je veux dire, un œil d'un internaute ne va jamais chercher la publicité. D'accord? Ce qu'il va chercher, c'est le contenu. Donc, si vous avez la publicité qui n'est pas dans un endroit où l'œil se positionne de manière naturelle, ce ne sera jamais cliqué. Vous êtes bien d'accord que l'internaute, le mobilote, suit le contenu, donc c'est là que doit être la publicité, pas autour. Elle doit être intégrée à l'intérieur. Augmenter les pages vues parce que, évidemment, c'est ce qui augmentera votre CTR. Et au-delà du référencement, quand vous avez identifié les pages les plus rentables, essayez d'orienter vos visiteurs vers ces pages-là. D'accord? Ça, c'est quand même important. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, alors la liste est longue, hein, c'est presque infini avec Google. Hein. Avec Google, on est autorisé à faire 2 choses et interdite 2000. Donc pas de jeu d'argent, pas de contenu adulte. Le contenu adulte, j'en parlerai un petit peu dans les sanctions en rapide. Évidemment, pas de contenu ambigu, hein. Un topless d'une star, ça passe pas. Hein. Les photos artistiques, ça peut entraîner aussi ça, la fermeture du compte. Alors, il y a un truc que parfois on ne fait pas attention. Et là encore, on revient à l'ergonomie. Parfois, vous avez des personnes vous voulez insister à mettre une publicité dans un sidebar. Le sidebar fait par exemple 280 de large. Bah, si vous mettez une publicité de 300, eh bien, l'annonce va être tronquée. Et ça, c'est un motif de radiation pour Google. Vous voyez? Donc, vraiment, vous devez mettre une annonce qui correspond à l'espace, pas plus grand. Un truc à éviter, par exemple, mettre une annonce sous un menu avec du menu déroulant. Ça va générer du clic accidentel et le clic accidentel peut entraîner la fermeture du compte. Donc, faire attention. Le vocabulaire, alors évidemment, vulgarité, racisme, ça peut entraîner la fermeture. Du contenu trop pauvre. Alors ça, c'est le grand classique. Hein, on voit souvent des sites de buzz qui ont leur compte, enfin le compte du site AdSense fermé assez rapidement. Et ils disent, mais pourtant, il n'y avait pas de propos racistes, il n'y avait pas de femmes à poil. Ouais, mais le contenu n'était pas de qualité. Google ferme aussi pour ça. Donc ne jamais cliquer sur vos pubs, hein, faites attention. Euh, faites gaffe, quoi. Hein. Ne pas modifier le code. Vous prenez le code que vous offre Google et puis vous le mettez tel quel. Et ainsi de suite. Ah, enfin, un dernier truc, montrez pas votre page de résultats, combien vous avez gagné par jour. C'est un motif aussi de radiation. Alors, je voudrais revenir ainsi comme ça assez rapidement sur le côté qu'on tout le monde dit, voilà, Google c'est mormon, c'est plus catholique que le pape, et ainsi de suite. Dès que vous montrez une jambe féminine, vous avez incitation à la pornographie, la pédophilie, ce genre de choses. Ce qu'il faut bien voir, et après vous avez donc certains médias qui disent c'est de la censure de Google, c'est pas normal, c'est inadmissible, c'est le scandale. Alors, première chose à savoir, quand vous utilisez AdSense, vous passez un contrat avec Google. Et dans ce contrat, il y a pas mal de clauses, dont tout ce qui concerne la nudité. D'accord? Ensuite, ces règles-là sont valables pour la planète entière. Et donc les seuils, je dirais, d'acceptation de la nudité sont différents d'un pays à un autre. Donc évidemment que on va en fait se positionner sur le pays le plus restrictif. Donc vous imaginez, le seuil de tolérance baisse encore. Et enfin, dernier point, est-ce que la nudité est acceptable ou non sur une page, par exemple, je sais pas, un défilé de mode, avec des transparences? Eh bien, c'est le problème de l'interprétation. C'est évident que si vous avez un Français qui va parler donc d'un... Voilà, il y a défilé avec des transparences, si c'est un Français, si c'est un Américain, le seuil de tolérance par rapport à sa culture est différent. Un Français sera peut-être plus tolérant qu'un Américain. Là, le problème, c'est que là, on est dans l'interprétation. Et si l'interprétation, c'est le problème, c'est pourquoi lui, on lui a dit qu'il fallait enlever ses publicités, et moi, pardon, je prends à l'envers en fait. Pourquoi moi, Google me demande d'enlever cette photographie qui est transparente, et pourquoi mon voisin, non?
Parce qu'ils n'ont pas eu la même personne qui a analysé la page. Donc on est dans l'interprétatif. Et l'interprétatif induit directement les inégalités. Pourquoi moi et pourquoi pas lui? Donc Google a mis des seuils hyper restrictifs pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, si vous recevez un jour un message, Google vous dit, alors c'est vrai que les mots sont toujours durs, hein, mais il ne faut pas les prendre les pieds à la lettre, hein. Tout ce qui concerne la nudité, tout ça, c'est dur, mais il ne faut pas prendre, vraiment pas faire attention, quoi. Mais vous savez que, bon, ben voilà, tout le monde est à peu près la même enseigne. D'accord? Donc c'est pas un problème obligatoirement d'être qu'ils ont une vision restrictive du monde. Non, non, c'est les mêmes règles pour tous, quel que soit son endroit géographique. Donc pensez-y bien, hein, si un jour vous recevez un mail de Google, c'est pas la peine de pester contre lui, quoi. Et en plus, vous avez quelque part signé un contrat avec Google. Donc c'est aussi à vous de respecter les règles. Alors, les sanctions, justement. Bon, bah, j'en ai parlé un petit peu il y a 30 secondes, hein. Alors, les sanctions principales, elles sont de deux niveaux. Ça commence par quoi? D'abord, vous allez recevoir un mail d'avertissement. 48 heures pour faire la modification. Sinon, le site est déconnecté d'AdSense. Ou le compte. Là, ça dépend. Les termes de vérification, quels sont-elles? Bon, bah, tout ce qui est nudité, pornographie ou semi-pornographie, érotisme, tout ça, évidemment, ça saute très rapidement. Google vérifie souvent les pages qui rapportent beaucoup pour comprendre pourquoi. Des fois, il y a des petites astuces et donc Google sanctionne. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est vraiment assez récurrent, hein, comme j'en ai parlé un peu avant. Les annonces tronquées, Google les repère assez vite et vous demande de corriger ça. Alors, comment doit-on réagir par rapport à une sanction AdSense? Règle numéro 1, vous avez tort. Règle numéro 2, vous avez tort. Règle numéro 3, vous avez tort. Google a toujours raison. 2, pour Google, vous n'êtes pas important. Vous n'êtes rien. Donc pour lui, fermer un compte AdSense, c'est comme rien. Enfin, je veux dire, on est vis-à-vis d'une sanction AdSense totalement en position de faiblesse. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est baisser la tête et dire oui, 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 oui. Si vous voulez garder votre compte AdSense, vous n'aurez aucune autre possibilité. N'essayez pas d'entrer en dialogue avec Google. Ils sont d'une rigidité, mais c'est impossible de dialoguer. Même quand vous avez un conseiller AdSense directement, il n'y a rien à faire. Donc, la chose est simple, quand Google vous envoie un mail avec une sanction, avec une photo et vous dit que la photo n'est pas bonne, bah, supprimez la photo. Et répondez au message et vous dites photo supprimée, publicité modifiée, publicité supprimée, et ainsi de suite. Mais vous êtes dans une position de faiblesse vis-à-vis de Google par rapport à cela. Donc, je suis désolé, mais il n'y a rien à faire, quoi. Même si ça peut vous sembler absurde, débile et stupide, vous êtes obligé d'obtempérer vis-à-vis de ça. Il n'y a vraiment rien à faire. Ça, on est cuit. Alors, un petit peu rapidement, alors ça c'était dans les jeux, hein, mais bon, si vous voyez le concept, hein, regardez l'intégration, comment elle est parfaite. Hein. À gauche, on a donc la publicité, à droite, on a les jeux. Mais en fait, c'est quoi le concept ici? C'est quand on voit que vraiment les publicités collent parfaitement avec le contenu. Mais en termes de contenu même publicitaire, là, on est sur des taux de CTR très importants. Ça marche très très bien. Alors, ça aussi, ça marche bien, même si c'est un peu moche. Hein. Mais vous voyez, le titre, la pub, le texte. Ça marche bien, par exemple, en format mobile. Vraiment, ça, c'est un bon système. Bah, c'est vrai, sur du web, c'est moche. Donc là, essayez de trouver le bon équilibre en fonction, en fait, de vos visiteurs, d'où ils viennent. Là encore, vous voyez, je vous montre en plus grand, mais on l'a déjà vu avant. Positionnement à gauche, on a le titre, nom, auteur, voilà, 2, 3 machins, paf, la pub, ça marche bien. On l'a vu ça aussi, ça marche très très bien. Alors, ça c'est un autre élément, ce qui est pas mal aussi, hein, regardez. Alors il y a du thématique sous le titre. Et on a à gauche, après le premier paragraphe, un bloc, comme ça, placé dans le texte. Alors pour que ça marche bien,
il faut du texte un petit peu long. Allez voir sur le blog, hein, je ne sais pas s'il faut encore, parce que cette capture d'écran est un peu ancienne, mais vous voyez, on n'est pas toujours obligé de la mettre tout de suite. Là, ils ont mis des blocs thématiques juste sous le titre. Donc, ça marche assez bien. Ça va apparaître un petit peu comme des tags. Alors là, vous êtes un petit peu en train d'être à la limite, mais vous faites passer des blocs d'annonces pour des tags. Mais ça marche bien. Alors, pareil, publicité d'un côté, article relatif de l'autre. Vous voyez, c'est bien optimisé, ça marche pas mal. Et donc, voilà ce qu'on pouvait dire globalement pour optimiser vos publicités, pour optimiser AdSense. On a fait un petit peu un tour d'horizon global des choses. Chaque élément qu'on a vu ici dans cette mini-formation pourrait être approfondi. Hein. Il faut bien voir que AdSense, c'est vraiment un univers complexe et complet. Aujourd'hui, la publicité, c'est plus placer ma pub comme ça et puis on verra bien ce qui se passe. On a des éléments importants à prendre en considération, on en parle au début, c'est AdBlock, c'est le côté réfractaire à la pub, très important de beaucoup de personnes. Donc la pub, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à manier, il faut l'intégrer dans son ergonomie, il faut la penser, la repenser, l'étudier, la tester, de telle manière qu'elle soit la plus rentable possible et que ça marche. Parce que si aujourd'hui vous les placez comme ça à la va-vite, ça ne marchera pas. Donc ayez ça en considération. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'en suis même certain. Essayez de suivre les recommandations et vous allez voir. Vous pouvez vraiment augmenter vos revenus AdSense en suivant tout ça. Merci, au revoir et bonne chance.